Inconditionnel de Canal FM. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Crop de la presse, votre émission d'actualité préférée. À la mise en onde ce matin, Michel Toméga, la mise en ligne sur canalfm.com et sur l'application mobile Radio Canal FM, Géro Akoucha. À la coordination, appelez-moi Fousseni Saïbou. Pour m'accompagner dans cette émission, vous avez autour de la table Germain Pouli du journal Togo Réveil. Bonjour Germain. Bonjour et bonjour d'abord à vous-même, à tous les auditeurs. Marc Abouflan du journal Faits et Chiffres et du site d'information Élite d'Afrique. Bonjour Marc. Bonjour Fousseni, bonjour à tous les fidèles du Club de la presse. Et un invité que nous allons vous présenter courant cette émission. Merci de votre présence dans ce studio bleu de Canal FM. Nous démarrons les débats dans un instant. Nous démarrons ce débat avec un fait de société. Un responsable d'école met enceinte son élève. Le sujet est abondamment commenté sur la toile ces derniers jours. Togo Réveil évoque aussi le sujet et titre dans sa parution de ce vendredi. Grossesse en milieu scolaire, un enseignant d'école primaire abuse d'une élève de 12 ans. L'enfant serait né il y a une dizaine de jours. Liberté écrit, préfecture de Hao, éducation au Togo, un directeur d'école primaire engrosse une élève en classe d'examen. Les parents plaignants refusent d'en dire plus. Également, à la une du journal Atopani, on lit « École primaire publique d'Agokpo dans le Haro 2, un établissement où on viole puis on enceinte des mineurs ». Alors, Marc Abouflan, ce n'est pas la première fois qu'un enseignant met enceinte son élève, mais ce cas est particulier parce qu'il s'agit d'un mineur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, est-ce que ce cas est différent de tout ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de nos écoles? Non, la plupart des élèves, surtout quand il s'agit des élèves d'école primaire, dans la plupart des cas, sont des mineurs. Et je pense que si ces cas se multiplient, c'est parce qu'il y a un certain laxisme de la part de tous les acteurs de la chaîne de l'éducation autour de ce phénomène. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai que récemment, il y a une affaire d'élèves et de SASTEP qui a défrayé la chronique, mais ce phénomène d'enseignants qui engrosse des élèves sous des fois le regard impuissant de certains parents, ce phénomène est courant dans un certain nombre de communautés, surtout dans les communautés rurales. Malheureusement, les réponses apportées, que ce soit par les autorités de l'éducation, que ce soit par les autorités sécuritaires ou judiciaires, ne sont pas toujours les réponses appropriées. La preuve dans le courrier saisine qu'ont adressé ces parents au ministère de l'éducation, ils mentionnent bien que ce n'est pas la première fois que ces enseignants-là sont indexés dans le fait d'enceinte des élèves, mais que à chaque fois, en tout cas, que la gendarmerie d'Asrama a eu à traiter l'affaire, il y a eu un certain laxisme des enseignants et donc qui sont censés avoir une responsabilité sur ces élèves-là, couchent avec ces élèves et s'en sortent avec des lettres d'excuses et tout ça. Vous comprenez quand même qu'il y a un certain laxisme dans la gestion et je pense qu'il faut saluer le courage de ces parents-là qui, pour une fois, portent cette affaire très haut. Et il faudrait que la même célérité ou la dextérité avec laquelle est le ministère des enseignements primaires et secondaires et toutes les autorités, que ce soit les autorités au niveau sécuritaire et judiciaire, ont pris en main l'affaire de SESTEP, que ce soit avec cette même dextérité, célérité, qu'on prenne en main cette affaire d'abord, qu'on aide à assurer un avenir à cet enfant-là, parce que à 12 ans enceinte, et selon les informations, l'enfant a été a accouché, enfin la jeune fille a accouché il y a quelques mois et donc assurer peut-être ne serait-ce qu'un soutien moral et financier quand on sait les conditions dans lesquelles vivent les élèves dans ces milieux-là et puis surtout s'assurer de punir
ce directeur d'école-là, et surtout d'en faire un exemple dans la punition qui lui sera faite. D'accord. Germain Pouli, l'auteur n'est pas n'importe qui, c'est un responsable d'établissement qui est censé donner un exemple aux autres enseignants. Oui, c'est vraiment déplorable, mais il faut dire que le phénomène n'est pas nouveau. Sous le président Yadema, dans les années 80, il y avait eu, c'était la loi du 12 mars, je pense, qui avait été votée, qui était très sévère envers les enseignants, et qui voudrait qu'un enseignant, que ce soit au primaire ou au collège, qui couche avec son élève et qui la met dans une telle situation, donc obligé d'abandonner l'école, cet enseignant devrait perdre son boulot. Donc cette loi avait été saluée à l'époque et elle avait contribué à freiner le phénomène. Mais après, il y a eu aussi le revers de cette loi, qui est que les gens perdaient leur boulot et ils sont les papas de ces enfants qui naissent. Et donc des enfants qui vont évoluer dans des difficultés, puisque si le papa n'est pas en prison, s'il a perdu son boulot, donc il ne pourra pas s'occuper de cet enfant-là, dont il est le géniteur. Et donc la maman, jeune adolescente, sera à la charge généralement de ses propres parents. C'est vrai, le coupable est puni, mais il y a c'était un couteau à double tranchant. La femme aussi perdait et l'enfant perdait. Et donc, à un moment, plusieurs parents ne voulaient pas faire subir cette loi-là aux auteurs des grossesses de leurs enfants, et surtout quand il s'agit des adolescents ou des élèves qui ont déjà la majorité. Les gens ne recouraient pas trop donc à cette sanction-là. On en était là et la loi finalement n'était plus appliquée. Mais là, quand vous observez de 2009 à 2013, selon des études qui ont été faites, il y a plus de 12 000 élèves donc, qui ont été mis enceintes par leurs enseignants. C'est dramatique. C'est à la base donc, de l'abandon scolaire. Et l'éducation de la jeune fille, son émancipation et sa place dans la société donc devient de plus en plus risquée du fait de ceux-là qui sont censés justement l'accompagner dans cet épanouissement-là. Et donc cette situation vient réveiller un débat qui était là latent, un phénomène qui existe, quoi qu'on dise, qui existe à travers tout le pays, et pas seulement au Togo. Je lisais quelque part, même dans d'autres pays, en Afrique. C'est cas donc pilule. Et il faut inviter donc les enseignants à une prise de conscience. Ils sont comme les parents de ces enfants-là, parce que ce sont eux qui poursuivent l'éducation, mais autrement, donc des enfants, et ils devraient regarder ces enfants-là comme tels, plutôt que de les assimiler à des partenaires. Et généralement, l'enseignant est plus âgé que l'élève, donc il y a déjà cette influence-là, de par l'âge, de par sa profession, donc il est au-dessus de l'élève, et donc on ne parlera pas de harcèlement, mais il y a déjà cet avantage-là, voilà, qu'il a sur cet élève-là qui généralement a du mal à s'échapper. Certains enseignants même vont loin, et quand une fille leur résiste, ils essaient donc de lui mettre la pression à travers des notes, ils enchaînent de mauvaises notes, et donc toutes ces pratiques-là font que le phénomène perdure. C'est pas seulement au Togo, mais il va falloir trouver une solution. La solution n'est pas seulement au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires, je veux dire au niveau de l'État, mais c'est au niveau de toute la société, et nous sommes quand même heureux que sur cette affaire-là, il y a quand même des organisations de la société civile donc, qui se sont engagées avec la directrice du ministère de l'Action sociale donc, de la localité et l'adjoint au maire, donc, qui sont allés aux informations. D'accord. Marc Aboflon, est-ce que l'avenir de cet élève n'est pas compromis? Parce que généralement, quand ça arrive, l'enfant n'a plus envie de retourner à l'école.
Oui, forcément. Est-ce que c'est seulement l'envie? Vous savez, quand vous avez un enfant à nourrir, et c'est pas sûr que cet enseignant indélicat-là prenne ses responsabilités en s'occupant et de la mère et de l'enfant. Déjà, quand vous passez cette année sabbatique-là, quand la plupart de vos anciens camarades ne sont plus au même niveau, c'est difficile. Des fois, simplement de manière sociologique, mais également de manière financière, des fois, à ces jeunes dames-là de reprendre l'école. Et pour moi encore, vous savez, les grossesses précoces sont un véritable phénomène de société chez nous. Et là n'est pas la question. Je pense que les questions des grossesses précoces, c'est un autre débat. Mais le débat aujourd'hui, c'est comment on en arrive à ce qu'un enseignant, directeur d'école de surcroît, aille avec une élève qui a 12 ans, retenez bien ce âge-là, c'est ça qui est important, qui a 12 ans, et qui plus est élève dans son établissement. Attends, l'âge a évolué un peu. Allez-y, continuez, Marc. Non, je viens de finir. Je disais que c'est quand même par rapport à ces éléments-là que moi je dis la principale chose d'abord, c'est de voir quelle punition, pas sanction disciplinaire seulement, mais quelle sanction pénale il faudrait mettre en place pour cet enseignant-là, pour décourager tout le reste. D'accord. Nous allons passer à un autre sujet. Dans sa mission de lutte... Enfin, ce que j'aurais quand même ajouté, c'est que quand des personnes sont allées sur les lieux, il s'avère que l'enfant a en réalité 16 ans. Mais comme elle va à l'école, on a dû réduire son âge. Elle est orpheline de père et de mère, donc légalement, elle a 12 ans. Mais dans les faits, elle a 16 ans. Bon, 16 ans, elle n'est pas encore majeure, mais ça va alléger un peu tout ce qu'on pensait comme sanction qu'on peut infliger donc à ce directeur-là. Mais elle n'est pas mineure. Maintenant, entre 12 et 16 ans, la différence est assez grande. Il y a des dérogations pour que certaines filles se marient entre 16 et 18 ans. Bon, ça n'efface pas totalement le mal, mais ça choque moins de savoir quand même que... Quel que soit l'âge, il est le directeur, l'âge de la fille qu'il est censé connaître, c'est l'âge sur les éléments de naissance. Ça, je pense que c'est des facteurs pour, je ne sais pas, d'une certaine manière... laisser croire que ce qu'il a fait, parce que la fille est peut-être un peu plus âgée, un peu pour minimiser le fait. Je pense que le fait demeure, quel que soit que l'âge de la fille ait été diminué pour qu'elle rentre à l'école ou pas. Je pense que le problème de fond demeure, c'est qu'un directeur d'école est allé avec une élève de son établissement. Et ça, je ne sais pas même pourquoi, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas entendu. Et cette fameuse gendarmerie-là, qui a accepté à plusieurs reprises qu'un tel professeur fasse lettre d'excuse ou dit dans une lettre qu'il ne va plus refaire, qu'on n'ait pas entendu non plus le ministère des enseignements primaires et secondaires. De rôle, s'il vous plaît. Marc, oui, Germain. Non, il est en fuite, l'enseignant, à partir du moment où les réseaux sociaux et la presse s'est occupé de cette affaire-là. L'enseignant est en fuite, serait en fuite et aurait même eu un accident en tentant de fuir. Donc, de toute façon, il est introuvable. Certainement qu'il doit y avoir des suites judiciaires et disciplinaires par rapport à cet acte-là. Donc, il est en fuite. Nous apprenions donc hier, quand on se mettait sous presque l'enfant serait déjà né, parce qu'il y a quand même une ONG, le Forum des organisations dans des défenses des droits des enfants, qui a fait quand même le déplacement dans la localité, avec la directrice de l'action sociale et puis l'adjoint au maire de la localité. Donc, c'est ce qui ressort donc des premières démarches qui ont été effectuées en attendant donc la réaction du ministre qui a été officiellement saisi. D'accord. Affaire donc à suivre. Alors, nous allons changer de sujet. Dans sa mission de lutte contre la corruption au Togo, Aplusia, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, a commandité une étude sur la perception et le coût de la corruption au Togo. Elle a été menée en collaboration avec l'INSED sur la période de 17 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Les résultats de cette enquête sont désormais disponibles. L'Union pour la patrie titre « Rapport sur l'étude EPCT, la Aplusia lève le voile sur le coût de la corruption au Togo ». 10 milliards de francs CFA de pots de vin versés par les populations aux agents et entreprises publiques.
Le Canard indépendant écrit « Lutte contre la corruption, Aplusia lève des chiffres faramineux ». Et puis, le quotidien Liberté qui écrit dans un rapport sur la corruption, la Aplusia épingle ministres, préfets et magistrats. Marc Abouflan, il est connu de tous que la corruption est endémique dans notre pays. C'est d'ailleurs ce qui justifie la création de la Aplusia. Mais quand vous entendez ces chiffres faramineux, qu'est-ce que ça vous dit? Non, ce n'est pas plus inquiétant que ce que nous savions déjà. Vous savez, la corruption est endémique dans notre pays. Malgré les efforts de gouvernance qui sont faits ces dernières années, je pense que sur l'aspect corruption, il n'y a pas eu grand changement. Le seul changement qu'on a eu dans le décor et qui, à mon avis, est beaucoup plus cosmétique qu'un véritable changement, c'est la mise en place du Aplusia qui, 2-3 ans après sa mise en place, n'a véritablement pas fait grand-chose. Le Aplusia qu'on attendait sur un certain nombre de dossiers poignants dont la presse a fait longtemps écho, le Aplusia s'est contenté de sensibilisation, de formation, comme si c'est maintenant qu'il fallait apprendre aux Togolais ce que c'est que la corruption, ou qu'il fallait faire comprendre aux Togolais que la corruption n'est pas une mauvaise chose, est une mauvaise chose. Je pense que ce travail de l'INSET permet de mieux documenter la corruption, mais nous savions déjà que la corruption est endémique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà de tout ce qui est formation, sensibilisation, mais il faut commencer par aller dans la répression, parce que ce n'est que comme ça, parce que à l'heure où nous parlons même, alors depuis que ce rapport a été publié, il y a des dizaines et des dizaines d'agents publics qui prennent des sous pour faire le travail pour lequel l'État leur paye déjà, et donc ces différents rapports, à mon avis, n'empêchent en rien la corruption d'avoir long cours. Ce qu'il faut, c'est que le Aplusia fasse véritablement son travail. Elle a même annoncé des dossiers qui normalement devraient aller sur la table du procureur de la République, mais depuis là, c'est silence radio. Et même du côté de la justice, au-delà du Aplusia, moi je pense que si la justice fonctionnait normalement, on n'a pas besoin d'une institution comme le Aplusia pour faire la lutte contre la corruption. Mais puisque notre justice est ce qu'on sait tous, on a mis en place la Aplusia. Mais si même la collaboration entre ces deux ne permet pas aujourd'hui d'aller dans la véritable répression de la corruption, je pense que tout ça, qu'on n'aurait même pas dû mettre le Aplusia en place. Au moins on saurait qu'on n'a pas d'institution pour faire ce travail-là. D'accord. Alors, Germain Pouli, une chose est de disposer de données sur le phénomène, mais une autre chose est de mettre en pratique des sanctions contre ces fonctionnaires indélicats. Oui, je pense que le Aplusia a une double mission. La Aplusia plutôt a une double mission. Il y a la répression, mais il y a aussi la sensibilisation. Donc on ne devrait pas s'étonner qu'il y ait cette phase de la sensibilisation. Mais je pense que la plus attendue, c'est la phase de la répression. Donc on a envie de voir les premiers corrompus dans les mailles de cette autorité-là subir la rigueur de la loi et se dire que voilà une institution qui marche. Et sur ce terrain-là, on attend. Ça fait plus d'1 an que Aplusia avait annoncé qu'il y aurait des surprises. Depuis 1 an, on attend. C'était à l'issue d'une rencontre avec la presse qui a eu lieu à l'hôtel Ibis. Donc depuis là, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu les élections, après il y a eu Covid. Donc ces deux événements-là ont peut-être, avec la sortie de ce rapport qui présente une situation pas du tout rose de ce phénomène mondial qui est également très ancré dans notre pays. Donc on attend que des actes suivent et que toutes les personnes impliquées soient punies. Il ne s'agit pas seulement de punir ceux à qui on donne de l'argent, mais de punir aussi ceux qui donnent de l'argent. Parce que la corruption met en réalité en contact 2 ou plusieurs personnes. Et là, le rapport dit c'est ce que les populations ont donné à ces personnes-là. La corruption n'est pas forcément du côté de celui qui reçoit.
celui qui donne aussi, donne pour faciliter un certain nombre de choses, et il est même l'instigateur de la commission, donc, et de la commission de cette infraction. Donc il va falloir à ce niveau aussi qu'on nous dise un peu qui sont ces personnes-là qui usent aussi de la corruption pour bénéficier de manière indue de certains avantages par rapport à des services qui devaient être rendus normalement donc aux citoyens. C'est une nébuleuse, mais je pense que l'approche n'est pas mal de sortir un rapport qui présente un tableau, donc et qu'à partir de ce tableau-là qu'on aille dans les détails et qu'on donne des noms et des visages donc à ce phénomène-là pour passer donc à la répression. D'accord. Pour la suite de cette émission, le coronavirus continue sa progression au Togo. Le Togo qui a franchi mardi la barre des 1000 contaminations, une situation qui a des répercussions sur les activités économiques. Plusieurs initiatives sont déjà tombées à l'eau à cause de la Covid-19 et la foire internationale de Lomé vient de rallonger cette liste. Togo, la foire internationale de Lomé n'aura pas lieu cette année, écrit le journal Atoupani. Forum de la semaine qui titre « Foire de Lomé, la 17e édition annulée à cause de Covid-19 ». Covid a foiré la foire de Kwekoubanka, peut-on lire dans le quotidien Liberté. Et puis Togo Réveil qui écrit « Foire internationale de Lomé reportée, le gouvernement présente ses excuses ». Marc Abouflan, la Covid continue de faire des dégâts et la foire internationale de Lomé vient d'en être victime. Oui, bien évidemment, c'était prévisible quand on voit le monde que draine la foire internationale de Lomé, qui est devenu quand même un rendez-vous commercial incontournable. Je pense qu'on ne pouvait pas raisonnablement tenir la foire dans un contexte comme celui actuel avec la Covid-19. Et je pense donc que c'est une décision responsable qu'a pris le ministère du Commerce de ne pas organiser l'événement cette année. J'avais espéré que avec les nouvelles technologies et tout, on aurait pu, même si on annulait l'événement dans son format actuel, on aurait pu innover et penser pourquoi pas à une exposition en ligne ou à quelque chose du genre. Bon, malheureusement, c'est vrai que dans notre pays, on a toujours un peu de mal à suivre les dernières technologies. Et donc, j'espère bien que peut-être on retrouvera la foire l'année prochaine ou si la Covid-19 est encore là et fait des dégâts, on va soit s'adapter ou soit trouver les moyens de composer avec la technologie. D'accord. Germain Pouli, Marc l'a dit, la technologie aurait pu servir à exposer les produits, surtout les produits locaux. On va en parler tout à l'heure. Oui, bon, sur le site internet, c'est déjà fait. Pour la vente en ligne, ça commence par s'ancrer un peu dans nos habitudes, mais nous sommes beaucoup plus habitués au contact physique. Une exposition physique des produits, des échanges directs entre exposants et visiteurs. Maintenant, une fois virtuelle pourrait être organisée, mais là, il va falloir atteindre un niveau de connaissance et d'utilisation donc de l'outil numérique, ce qui n'est pas encore le cas dans nos pays. C'est vrai que la pénétration d'Internet grandit de plus en plus. L'utilisation également, mais ce genre d'activité sur Internet dans nos pays, ça va être assez compliqué. Maintenant, ce n'est pas... il y a plusieurs fois plusieurs grands rassemblements de ce genre donc, qui ont été annulés à travers le monde. Peut-être ça aurait pu être une foire virtuelle symbolique, mais qui n'aura rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'observer sur les sites du Centre togolais des expositions et foires de Lomé, où c'est carrément l'événement majeur de l'année. Pour nous, la presse aussi, c'est une perte. C'est l'événement qui utilise le plus de médias au Togo. Donc, on salue au passage le DG de la foire, le ministère du Commerce qui font cet effort de promotion et qui fait que plus d'une centaine, des centaines de médias sont présents sur cet événement qui accueille donc par moment
plus de 150 000 personnes sur ce site. C'est un grand événement et avoir ces chiffres-là, même les tentatives de respect des mesures barrières ne pourraient pas véritablement protéger le visiteur parce qu'il y a une affluence monstre. Et dans ces conditions-là, la distanciation, par exemple, ne va pas être possible si cette phare se tient comme les autres années. Et donc, l'autorité fait bien tout simplement de la reporter. On espère que la 17e édition, on va la rattraper en 2021. D'accord. Alors, Germain, parlant justement des mesures barrières, dans la perspective de l'ouverture, de la réouverture des établissements d'enseignement supérieur, la présidence de l'Université de Lomé prend une mesure drastique. Alors, tout étudiant sans masque se verra retirer sa carte. Ceci conformément au décret du 16 juillet dernier, rendant obligatoire le port de masque à partir du 10 août dernier. Alors, l'Union pour la patrie titre campus de l'Université de Lomé retrait de la carte d'étudiant en cas de défaut de masque. Alors, Marc Abouflan, à chaque corps sa sanction. Alors, est-ce que vous jugez cette sanction appropriée? Est-ce que la sanction, elle est appropriée? Je ne voudrais pas me prononcer sur la sanction, mais plutôt sur l'opportunité de cette contrainte-là imposée aux étudiants. Vous savez, dans toutes les sociétés, les étudiants représentent un peu un baromètre de l'état de la société. Et depuis que le port de masque a été rendu obligatoire, vous savez, il y a un certain nombre de compatriotes qui sont restés sceptiques ou même qui ne veulent pas porter ces masques-là. Beaucoup, peut-être par ignorance, mais je suppose que les étudiants qui ont quand même un niveau minimum doivent comprendre le bien fondé de cette mesure-là et en être les modèles, les porteurs, enfin, ceux qui portent le plus le masque et un exemple pour tous les autres, que ce soit au sein de leur communauté familiale, mais également au sein de la communauté nationale. Et donc, c'est pour ça que j'approuve le fait, pas forcément, je ne veux pas discuter de l'opportunité du retrait de la carte, on aurait pu prévoir un autre type de sanctions, mais je pense quand même que contraindre les étudiants à porter systématiquement le masque, c'est quand même quelque chose d'assez très bien. Il faut, sur cet aspect-là, jeter des fleurs au président de l'Université de Lomé. Alors, Germain Pouli, alors, infliger cette sanction aux étudiants, est-ce que c'est pas mieux que de prendre des amendes pécuniaires? Bon, je pense que l'Université de Lomé a assez fait dans cette lutte contre la Covid. Il y a un comité scientifique qui travaille énormément, mais les étudiants ont été mis à contribution pour fabriquer dès le départ les gels et puis après les masques. Donc, ce qui a fait que finalement on a pu contenir la flambée du prix des masques au Togo, c'est parce que les étudiants, le campus de Lomé faisait partie des premiers acteurs à se mettre dans la fabrication de ce gel-là et après aussi au niveau des masques. Alors, à partir du moment où les étudiants produisent des masques, il n'y a vraiment pas de raison que des étudiants n'en portent pas. Ils en produisent pour les Togolais, mais ils en produisent pour eux-mêmes. Et autre raison, c'est que le campus, quand on prend le nombre d'étudiants au campus, je pense que ça doit dépasser 50 000 étudiants. Ça fait beaucoup de monde. C'est vrai qu'ils ne viennent pas tous au même moment. Mais s'ils reprennent les cours, c'est qu'il doit y avoir une affluence. Et la présidence a pris des mesures au niveau du dispositif de lavage des mains. Ils ont même innové dans ce cadre-là parce que au lieu d'utiliser les bacs habituels qu'on trouve devant les entreprises, ils sont allés plus loin pour trouver des contenants qui peuvent contenir assez d'eau pour servir les milliers d'étudiants qui viennent. Donc, face à tous ces efforts-là et face au risque qui est réel, parce que l'université va ressembler un peu à un marché aussi, parce qu'il y a assez de visiteurs, assez d'apprenants, donc il faut des mesures dissuasives. C'est comme ça que moi je vois un peu cette sanction qui est assez lourde quand même, mais qui passe un message qui est important. Quand vous perdez votre carte, c'est comme si vous n'étiez pas étudiant.
Donc, c'est pour toucher un peu l'honneur de l'étudiant, pour ce qui se comporte comme tel, pour ne pas perdre cette carte-là maintenant. Après, chacun qualifie cette décision-là comme il peut. Mais je pense que c'est avant tout une sanction pour dissuader et que la présidence de l'Université de Lomé n'aura pas besoin d'appliquer cette sanction-là. D'accord. Alors, la Covid-19, nous allons en parler dans cette émission avec Dr Essot Thomas Beweli. Il est le directeur général de l'Action sanitaire. Bonjour, docteur. Bonjour. Rapprochez-vous un peu du micro. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, sur les dispositions prises au niveau de l'Université de Lomé pour faire face à cette pandémie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci de nous donner l'occasion, donc par rapport à la lutte contre la Covid-19, cette crise sanitaire qui avance, on ne voit pas le bout du tunnel. Alors, je voudrais donc adhérer à ce que mes prédécesseurs viennent de dire sur la sanction. Je crois que c'est un but dissuasif. Alors, on sait que le masque, il y a plusieurs mesures pour pouvoir vraiment faire face à cette pandémie. Mais le port de masque, c'est une mesure vraiment qui est très efficace. Et on la couple avec la distanciation physique, donc d'être à plus d'1 mètre. Alors, l'université, c'est pas n'importe qui qu'on appelle étudiant. Et donc, ils doivent donner le bon exemple. Et surtout, comme on vient de le dire, ils ont contribué de façon, ça c'est alloué, pour la production des gels, pour la fabrication des masques. Et donc, aujourd'hui, on ouvre l'université. Il ne faut pas qu'ils donnent l'impression qu'ils se sont battus pour les autres. C'est eux d'abord. Pour moi, cette sanction, il faut la saluer. Si vous observez, lorsqu'on a ouvert les écoles, donc primaire et secondaire, pour pouvoir sauver l'année, parce que ce PD, ça s'est bien passé, vous avez constaté que ce que tous les citoyens ont constaté, qu'est-ce qui se passe? Les élèves portent les masques quand ils quittent la maison, mais sur le chemin de l'école ou de l'établissement, on voit qu'ils le portent vraiment de façon incorrecte. Et c'est ce qui se passe. Quand ils sortent, ils sont dans l'enceinte de l'établissement, ils le portent correctement parce qu'il y a l'enseignant. Donc, l'enseignant est plus comme le gendarme. Et dès qu'ils sortent, alors, quelles sanctions on peut prendre à l'endroit des élèves? C'est de les sensibiliser. Et c'est ce que les enseignants sont en train de faire. C'est ce que nous avons recommandé pour les parents d'élèves et pour tout soutien. Mais pour un étudiant, je crois qu'il vaut mieux passer directement à la sanction. Et je salue cette décision du président de l'université. Lorsqu'on vous retire votre carte, ça veut dire que vous n'avez pas droit à... Vous pouvez aller clandestinement passer les cours, mais vous ne pouvez pas aller composer. Parce que le jour de l'examen, on va vous réclamer ça. Donc déjà, ça attire l'attention de... Attends, si je ne fais pas faire, je ne porte pas le masque, on va me jeter la carte. Donc ils vont l'appliquer. Et comme ça, l'université ou les universités seront vraiment un modèle à suivre en comparant aux autres. Alors, regardez dans la grande masse. Si je prends les travailleurs, que ce soit du secteur public ou privé, chacun se débrouille pour pouvoir trouver un revenu qui peut faire face aux besoins. Qu'est-ce que nous voyons dans le lieu public? Qu'est-ce que nous constatons sur les routes? C'est des répétitions que nous disons sur les médias. Les gens, ils ont les masques, soit ils ont ça dans la poche pour les hommes, les femmes dans les sacoches, ou ils l'ont porté, mais c'est au niveau du menton. On les voit dans les taxis, dans les voitures, dans les feux rouges. Et on attend que les forces de sécurité dans FOSAP puissent agir. Et là, la question se pose. Donc, aujourd'hui, pour moi, la population n'a pas totalement adhéré au port de masque. Si les étudiants donnent le modèle, je crois que ça va donner un plus dans la lutte contre cette pandémie. D'accord. Je voudrais, avant de laisser revenir sur la question de l'organisation, le report de la foire internationale de Lomé. Très bien. Alors, cette question, ce serait une surprise nationale si le ministère chargé du commerce programmait cette foire. Parce que on sait que le Togo, à l'instar d'autres pays dans le monde, ces mesures restituées par rapport au rassemblement, on l'a fait. Même si aujourd'hui on est en train de rouvrir les frontières progressivement pour permettre vraiment la circulation des biens et des personnes, parce que les économies vont se promouvoir, mais avec le respect des mesures barrières. Le lieu même de cette foire au Togo, vous savez que
lorsque l'État a pris les mesures, l'état d'urgence, et que les médicaments arrivaient, le matériel, les équipements, très tôt, le premier lieu, c'était la base militaire à l'aéroport. Ça n'a pas suffi. Il a fallu trouver un lieu ailleurs. Et c'est comme ça que Togodumna a été identifié pour entreposer ce matériel. Si aujourd'hui on me dit qu'on va ouvrir la foire, ça veut dire que il faut trouver un autre lieu. Il faut dégager tout ce matériel. Alors que l'épidémie, vous voyez l'évolution dans le pays, je l'ai déjà dit, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Voilà ce que je voudrais ajouter. D'accord. Docteur, je voudrais revenir un peu sur le port de masque. Il y a un modèle de masque qu'on vend dans les coins de rue à Lomé. On appelle ça, je crois, visière. C'est en plastique transparent. Est-ce que ça protège réellement l'homme? Alors, chers amis, il faut le dire, je l'affirme, ça ne protège pas et je vais m'expliquer. À aucun moment dans la communication, par rapport aux recommandations internationales, donc, dans la lutte contre cette maladie, par rapport aux mesures du gouvernement, mesures sanitaires autres, à aucun moment on a dit visière pour se protéger. On a dit masque. Et on utilise autre mot, on dit cache-nez. C'est-à-dire que vous le portez, il vous cache le nez, la bouche, bien amarré contre la peau, pour qu'il n'y ait pas une ouverture pour permettre le passage du virus. C'est un virus dont la transmission, vous le savez très bien, c'est respiratoire. Donc il passe. Ce que nous voyons dans les coins de rue, ce n'est pas pour se protéger contre... C'est fait pour le personnel de la santé, même pour les masques, vous savez que c'est lorsque vous soignez un patient. Je prends par exemple un chirurgien. Il ouvre l'organisme de son patient. Il va le mettre, le masque, il va ajouter même cette visière pour éviter que, si jamais dans l'intervention, il y a des projections qui peuvent aller vers lui, ça puisse le protéger. Et le masque, nous l'avons dit, ça protège dans les deux sens. Ça vous évite, si vous avez des germes, ce n'est pas seulement notre virus, Covid, le SARS-CoV-2, de transmettre au patient que vous êtes en train de soigner. Et dans l'autre sens, que le patient que vous soignez, qui ne vous transmette pas. Donc, quand nous commençons à voir ça, et les gens disent que c'est pour les riches. Bon, ça ne protège pas. Il est recommandé, si vous voulez l'utiliser, de le coupler avec le masque. Le masque, d'accord. D'accord, message reçu. Oui, c'est Germain? Et non, c'est Marc Abouflan, allez-y. Oui, en fait, on a constaté, il y a, ces 2 dernières semaines, une flambée des cas de Covid. À quoi cela est dû? Qu'est-ce qui explique cette flambée-là? D'accord. Docteur? Alors, c'est vrai, Marc a raison. Nous, on a constaté tous les jours, c'est nous qui on manipule les chiffres avant de les publier, on voit cette augmentation. Alors, il y a eu ce qu'on appelle des clusters. Ça, c'est anglophone, parce qu'on est habitué, mais c'est des foyers de contagion. Il y en a eu qui ont fait que ça a changé l'évolution que je disais habituelle des cas au Togo. Le premier cluster, c'est celui de Soudou. Et vous savez qu'actuellement, Soudou a été bouclé, même avec le canton, un canton de la Kouza qui est bouclé sur la frontière là-bas. Parce que un élève qui est revenu de Bao, c'est dans le Bénin, qui a commencé les cours avec ses collègues du lycée, les a contaminés. Et on a eu jusqu'à 27 élèves dans cet établissement. Donc voilà, ces 27 élèves, ça ne se limite pas à eux, parce que ces 27 élèves, ces élèves contaminés ont eu à contaminer d'autres parce que c'est des contacts. Ça va faire augmenter les chiffres dans cette préfecture. Il y en a eu dans Tchaoudjo également, où d'un seul coup, on a vu le nombre au niveau du CHR dans un service. Ça fait flamber. Et on se disait que c'était le premier cas qui est venu, c'est le cas qui était venu de Bassar, mais on est en train d'investiguer pour comprendre ce qui s'est passé. Et il y a aussi un cluster à Tapamé. Il y a une soeur qui a voyagé, et quand elle est revenue, juste elle a commencé à présenter les symptômes, on constate qu'elle était...
On pensait que c'est elle. On a pris les autres, on voit qu'elles aussi. Mais les investigations ont montré que toutes ces sœurs-là ont eu à faire des voyages au sein du pays. Alors, le Togo, il n'y a pas une préfecture qui est indemne. Toutes les préfectures, il y a des cas. Donc, voilà ce qui a amené. Et au-delà de ça, vous savez que dans notre stratégie, tous les voyageurs, on les prend, on les soumet au test. Jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Et tous les cas suspects, les cas contacts pour lesquels on voit quelque chose. Et c'est ça qui explique. Je n'oublie pas l'université. Bon, pour l'université, c'est vrai que je ne peux pas dire que ça agit, mais on a pris un certain nombre de centaines d'étudiants, on a fait, et on est vraiment rassuré parce qu'on a trouvé que 2 qu'on est en train de suivre et puis suivre aussi les contacts. D'accord. Merci, docteur. Vous restez avec nous. Nous donnons maintenant la parole à notre deuxième invité, monsieur Jean-Paul Dimitri Tako. Bonjour. Bonjour Fousseni, bonjour fidèles auditeurs de Canal FM. Alors, vous êtes le promoteur de la plateforme JCL, Je consomme local. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites au sein de cette plateforme? Merci. JCL, Je consomme local. C'est juste une plateforme de communication pour promouvoir la consommation locale au pays. Nous voulons accompagner les jeunes entrepreneurs dans tous les secteurs de la production agricole, les commerçants, ceux qui commercialisent nos produits locaux, à vendre l'image de leurs produits. C'est à ce fait qu'on peut sensibiliser nos populations à tourner leur regard vers nos produits. Donc, je peux dire aujourd'hui que notre plateforme est destinée juste à la promotion des produits locaux du Togo. Oui. Comment ça marche? Nous sommes à notre début. Nous voulons inviter tous ces acteurs à prendre contact avec nous. Qu'est-ce que nous voulons faire? Tout producteur au Togo doit faire connaître son produit. Nous avons constaté ceci. Je donne un exemple banal. Il y a des producteurs de gingembre au Togo qui ont leurs produits en stock. Au même moment, il y a nos dames qui commercialisent les gingembres qui font recours aux producteurs de l'étranger. C'est un peu paradoxal. Et on a fait quelques investigations pour savoir le pourquoi. Bon, le résultat est simple, c'est parce que nos producteurs ne communiquent pas. Pardon. Nos producteurs ne communiquent pas autour de leurs produits. D'où l'idée est venue de former cette plateforme, de mettre en place cette plateforme pour pouvoir les aider. En quoi faisant? Nous allons les aider pour la mise en place d'une stratégie marketing et communication. C'est vrai. Pour vendre son produit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le packaging, la qualité du produit. Donc, il y aura des sensibilisations dans ce sens, des ateliers de formation pour pouvoir les aider à bien faire leurs produits en matière de qualité, en matière de packaging. Et nous voulons aussi avoir un partenariat avec les médias sur place qui doivent nous aider dans cette campagne à réduire plus ou moins les prix de diffusion des spots, de communiquer pour tous ces jeunes acteurs qui veulent vendre leurs produits sur place. En plus de ça, nous voulons organiser des caravanes de sensibilisation à l'endroit de la population togolaise, aider ces jeunes à produire massivement par des stratégies bien déterminées. Il y a des mécanismes qui sont mis sur place par le gouvernement, à l'instar de MIFA et autres, qui accompagnent déjà ces jeunes dans la production en masse. Maintenant, après avoir produit, il faut véhiculer, il faut vendre. C'est avec ça qu'on aura des profits. Maintenant, si nos produits sont en stock et on fait recours à d'autres produits de l'étranger, le problème demeure. D'où JCL, Je consomme local, qui a pour slogan « Je vends, j'achète et je consomme les produits locaux du Togo ». D'accord. Alors dites-nous pourquoi il est important de faire la promotion des produits locaux. Voilà. Et la promotion des produits locaux
donnera un élan pour notre économie. Tout producteur a besoin de vendre avant d'avoir un profit pour son bien-être et pour le développement de son pays. L'importance aujourd'hui de faire la promotion de nos produits est que sur le plan national et international, nos produits auront une belle image à l'endroit des consommateurs. En plus de ça, nos produits doivent être importés, exportés je dirais, dans les autres continents également. D'où l'importance de JCL. D'accord. Ok. Merci. Vous restez avec nous. Sûrement, tout à l'heure, les auditeurs auront des questions à vous poser. Bien sûr. Alors, nous changeons de sujet. Affaire Pegasus. Les victimes ne décolèrent pas. L'opinion ne s'en lasse pas. Les journaux continuent de se contredire. Le Canard indépendant titre « Espionnage. Le Togo épinglé pour violation de la vie privée. Ce que coûte le logiciel Pegasus ». Gérard Arbois, spécialiste des services de renseignement, donne le prix. Vous verrez le prix dans la parution de Canard indépendant de ce vendredi. L'éveil de la nation écrit dans sa parution de ce vendredi, Pegasus guette l'État togolais sur le banc des accusés. Que dit la loi? Et puis l'alternative qui titre Conservation du pouvoir au Togo, ça vire carrément à la paranoïa. Révérend Père Pierre-Marie Chanel à Fognon sur l'espionnage des religieux. Je propose que l'affaire ne soit pas minimisée. Alors, il y a quelques jours, cette affaire d'espionnage a été révélée par les journaux Le Monde et The Guardian. Alors, selon ces journaux, l'État togolais aurait fait usage d'un logiciel fabriqué par une entreprise israélienne du nom de Pegasus pour espionner plusieurs personnalités du pays, dont des hommes de Dieu, des politiciens et des acteurs de la société civile. Alors, Marc Abouflan, que pensez-vous de cette histoire? Alors, j'ai plusieurs appréhensions sur cette affaire Pegasus. La première, cette affaire d'écoute. Vous savez, depuis très longtemps, nous savons nous tous que nous sommes plus ou moins écoutés, épiés, surveillés. Et que les raisons officielles qui ont été invoquées, c'est l'approche de la menace djihadiste au Togo. Maintenant, ma seconde inquiétude, c'est l'utilisation de ce logiciel Pegasus qui coûte quand même extrêmement cher dans un contexte où nous avons déjà tout un arsenal pour surveiller les citoyens par rapport à nos besoins aujourd'hui. Parce que, vous savez, nous sommes un pays où il manque encore de l'eau potable, où nous arrivons difficilement à déployer les moyens pour relancer notre économie avec la Covid-19. Vous avez des écoles où c'est difficile même pour les élèves d'avoir un toit convenable pour pouvoir étudier. Vous avez des centres de santé qui ne répondent pas. Et quand vous apprenez que dans un contexte comme celui-là, on déploie des millions de dollars pour surveiller quelques citoyens, parce que le principe même du logiciel Pegasus, c'est de procéder ce n'est pas de procéder à une surveillance de masse, mais c'est de procéder à une surveillance accrue d'un certain nombre d'individus. Et donc, les moyens qu'on peut déployer pour mettre en œuvre ce logiciel sont quand même assez importants. Ma troisième interrogation, c'est le contexte ou le timing même de ces révélations. Vous savez, ce n'est pas nouveau, hein. Même ceux qui sont épiés par Pegasus savent, ce n'est pas une révélation de tout le monde. Nous, déjà, en 2018, nous avons su, Elite d'Afrique fait un article sur cette surveillance dès que le Citizen Lab, qui est en réalité le laboratoire canadien qui a fait la découverte, a diffusé des éléments selon lesquels un certain nombre d'officiels togolais seraient espionnés par le pouvoir en place. Il faut interroger le timing, d'autant plus que même les personnes qui ont été épiées, pour la plupart, ont déjà été informées, je pense, depuis 2019, du fait qu'ils étaient espionnés par un logiciel. Certains n'ont même pas pris, et ça c'est quand même assez curieux, certains n'ont même pas pris la peine de changer de terminal ou de
de se protéger contre ce virus-là. Et donc, il faudrait noter que nous sommes quand même toujours dans un système où nos faits et gestes sont surveillés, des fois à tort ou à raison. Et donc, il faudrait que on puisse avoir... comment expliquer? Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de surveillance. C'est-à-dire, moi, ma crainte, c'est des données qui sont collectées. Ces données-là, on en fait quoi? Qui y a accès? Parce que c'est ça, on peut peut-être collecter des données, peut-être pour une bonne raison, mais après, la personne qui y a accès ne les utilise pas forcément pour les bonnes raisons. Et puis, il y a les personnalités qui sont ciblées aussi, qui laissent croire que c'est quand même un acharnement politique contre ces personnalités-là. Et donc, à mon avis, il faudrait véritablement qu'il y ait un débat national sur ces questions-là. On a vu comme il y a eu en France un débat national sur la question de la surveillance. Aujourd'hui, vous voyez en ville plein de caméras de surveillance qui, à chaque fois qu'il y a des braquages, au vu même sous ces caméras de surveillance, ces caméras sont incapables de d'aider les forces de police à faire correctement leur travail. On se demande si c'est la peine. Et donc, à mon avis, je ne sais pas si ça doit être, parce que je suis persuadé que le gouvernement va rester muet là-dessus. En tout cas, toutes mes tentatives pour avoir une version officielle, ne serait-ce que pour confirmer l'information du gouvernement, ont été vaines pour le moment. La ministre des chargée du numérique a carrément refusé de répondre à toutes les sollicitations. C'est dire aussi quand même que cette omerta du gouvernement va continuer, mais je ne sais pas si ce sera au niveau de l'Assemblée nationale ou à un autre niveau, mais il faudra à un moment donné ouvrir le débat sur d'abord les fonds qui sont mis dans ces différentes technologies-là, sur la pertinence même de ces systèmes de surveillance, et puis que ceux qui sont dans les renseignements aient aussi au-dessus d'eux un contre-pouvoir, ou en tout cas quelqu'un qui soit capable de les surveiller. Parce que à ce rythme, ce que moi je crains, c'est que le président de la République lui-même ne soit surveillé à son insu. D'accord, merci Marc. Alors dans l'opinion, cette question est vue différemment. Pour certains, il s'agit d'un acte gravissime. Pour d'autres, c'est un non-événement. Alors Germain, pour vous, est-ce que la vie privée des citoyens n'est pas violée si cette affaire est confirmée? Voilà, c'est toute la difficulté de l'affaire. C'est-à-dire que entre le droit de regard de l'État sur ce que les citoyens font, le droit de ces citoyens-là à une vie privée, qu'est-ce qui prime? Alors, quand on prend Pegasus, pas un logiciel qui a été acheté pour surveiller les opposants au Togo. Il a été acheté pour les questions de sécurité d'abord. Maintenant, il y a des révélations qui font état d'une autre utilisation de ce logiciel. Est-ce que l'État a besoin de ce logiciel? Moi, je pense que oui, parce que, comme tous les États, la France, le Rwanda et tous ceux qui accordent une importance à leur sécurité, qui en ont les moyens, l'État togolais peut acheter donc ce logiciel. Et parfois, nous sommes un peu flattés quand on dit que le Togo a un bon service de renseignement. C'est par l'intermédiaire de ce genre de technologie, entre autres, que l'efficacité de ces renseignements-là sont parfois des motifs de fierté. Mais maintenant, voilà qu'on nous révèle une autre utilisation qui viole, ou qui violerait, parce que je ne connais pas totalement la loi, sur cet aspect-là, jusqu'où l'État peut aller. Donc, dans la vie privée d'un citoyen. Donc, c'est un peu ce débat qui a cours aujourd'hui. Est-ce que cette utilisation est tendancieuse? Est-ce qu'elle est abusive? Est-ce qu'elle est illégale? Peut-être que les juges pourront se prononcer là-dessus. Mais quant à l'utilisation du logiciel, je crois que c'est un instrument qui est important pour tout pays qui veut pouvoir assurer avec efficacité. Donc c'est comme les armes que les gens achètent. Il y a un débat autour. On peut dire le Togo n'a pas besoin d'armes. Demain, quand il y a des braquages ou quand il y a des djihadistes, on dit il faut donner les moyens à nos forces de sécurité.
Donc c'est un grand débat. Maintenant, c'est l'utilisation qui est faite de tous ces moyens-là, qui est sujette à discussion et à débat. Mais le fait n'est pas nouveau. Bon, il y a un acteur politique d'ailleurs qui a fait une sortie récemment qui disait que on ne devrait même pas s'étonner de savoir que certains sont écoutés. Et certains même parmi les personnalités donc citées comme étant sur surveillance disent qu'ils savaient depuis longtemps qu'ils étaient occupés et écoutés. Est-ce que l'État a le droit de le faire? C'est comme les correspondances à l'époque, les courriers, à l'époque on envoyait des lettres écrites et tout ça. On estimait que l'État avait le droit d'ouvrir la lettre et de regarder ce qui est écrit. C'est un grand débat. C'est comme vous envoyez un colis aujourd'hui en France. On peut le fouiller, voir qu'est-ce que vous envoyez. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Donc c'est un peu tout cela. Mais c'est un peu gênant pour ces personnes-là. Peut-être qui estiment qu'elles ont un droit absolu sur leur vie privée et que nul ne peut. Même l'État ne peut donc violer ce droit-là. Donc le débat est ouvert. Mais sur l'utilisation du logiciel, moi je pense que le Togo est en train de rentrer dans l'ère de la modernité, donc comme la plupart des pays qui connaissent l'utilité donc de cet outil-là et qui l'utilisent. Maintenant, c'est une utilisation illégale ou tendancieuse de ce logiciel-là qui pourrait déranger un peu. Je pense que c'est ça qui fait le débat de ces derniers jours. D'accord. Merci Germain Pouli. Nous allons revenir au docteur Beweli. Docteur, dites-nous un peu la situation au niveau de l'aéroport international de Lomé. Les dispositions prises, est-ce que ça marche jusqu'à ce jour? Alors, je peux vous dire oui, puisque on nous a annoncé que ça va être ouvert le 1er août. Ça a été ouvert, il y a eu des vols. Et par rapport aux mesures prises, donc tous les passagers ont été soumis à ces mesures. Sur le premier vol, il y avait certains passagers, parce qu'il y a certains passagers qui n'ont pas téléchargé l'application. On les a aidés à le faire. Par rapport au test, ce qui est prévu, puisque quand vous arrivez, il y a un délai, donc on vous soumet au test, ça n'a pas posé problème jusqu'à maintenant. Donc je dis, mais nous attendons. Cette flotte, le jour, ça va augmenter parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur qui vont vouloir revenir. Il y a des opérateurs économiques, il y a des hommes qui vont vouloir venir dans le pays, donc ça va augmenter. Et ça, quand ça va augmenter, ce qui est sûr, on peut avoir des difficultés, mais les mesures sont prises et tous les services, je prends les services sanitaires, les services de sécurité, pour l'agriculture, tous les services sont prêts pour que ces mesures soient respectées au niveau de l'aéroport. Alors, parlant d'augmentation, la dernière fois, le coordonnateur national de la gestion de la riposte a prévenu que dans les semaines à venir, on peut avoir d'autres augmentations à cause de la fête Tabaski qui est passée. Est-ce qu'il y a eu des dispositions qui sont prises pour contrecarrer ces éventuelles contaminations? La disposition qu'on prend, c'est le suivi des contacts. Et quand on suit un contact, c'est qu'on a pu l'identifier. Alors, il y a eu Tabaski et d'autres fêtes traditionnelles. Tabaski, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et on a vu que par endroits, ça a été bien respecté, les mesures, mais à certains endroits, c'était la catastrophe. Et donc, ça justifie qu'on s'attende à une flambée, mais cette flambée, ça va être circonscrit, c'est-à-dire localisé. Et donc, nous, ce que nous faisons, dès que nous savons qu'il y a l'évolution est rapide dans un lieu, on le considère comme un cluster et en même temps, on circonscrit. D'accord. Donc, c'est ce qui va se faire de façon progressive. D'accord. Voilà. Merci, docteur. Nous marquons une pause et on revient. 13.5 Canal FM.
Nous revenons pour la dernière partie de cette émission. C'est l'heure de recevoir des coups de fil de nos auditeurs. 22 21 33 74 22 20 19 68. Pas encore d'auditeurs. Nous allons revenir à notre invité Jean-Paul Dimitri Tako. Alors dites-nous, cette année, il n'y aura pas la foire internationale de Lomé à Togo 2000. Certainement qu'il y aura de l'impact sur la promotion des produits locaux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais heureusement pour nous, il y a des concepts aujourd'hui comme Je Bouge avec 228. Ils font des achats en ligne que je salue. Ces concepts peuvent nous aider à faire la promotion de nos produits locaux. Et par JCL aussi, il y a des activités qui seront mises sur place dans les jours à venir. D'accord, merci. On reçoit un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Oui, c'est Monsieur Olivier. Monsieur Olivier, allez-y. Oui, d'accord. Moi, je voudrais informer la commission de riposte contre le Covid que dans certaines villes de Togo, les mesures et les dispositions prises par le gouvernement ne sont pas respectées. Il y a cela 2 semaines, j'étais à Vogan pour un enterrement. Bizarrement, ce sont tous ceux qui sont venus de Lomé qui ont la bavette. Et si tu vois les autochtones, on ne touche pas. Tous ceux qui se même dans la ville ne portaient pas de la bavette. La semaine dernière, le jour de la tabagie, j'étais également validé. À ma grande surprise, rares sont ceux-là que tu verras avec la bavette. Donc, je voudrais que l'État se réorganise et intensifie la communication, que le port est obligatoire pour qu'on instruit les préfets, les maires de ces localités à prendre des dispositions pour pouvoir combattre ce mal. D'accord. Merci, Monsieur Olivier. Alors, Dr Beweli, l'auditeur disait qu'il a constaté que dans certaines localités, les gens ne portent pas de masque dans les manifestations publiques. Et qu'il faut intensifier la sensibilisation. Bon, c'est une réalité. C'est vrai, il faut intensifier la sensibilisation. Nous avons fait 5 mois de communication sur les médias d'État et privés, radio comme télé. Il y a eu des sensibilisations qui ont été faites donc, avec des groupes, donc, par les acteurs, donc, depuis le niveau central jusqu'au niveau décentralisé, sous la coordination des préfets. On a vu des maires sur le terrain. Donc, mais je sais qu'il y a des poches, des zones reculées pour lesquelles on peut dire que vraiment on n'est pas arrivé à sensibiliser. Mais ça ne nous dédonne pas. Parce que... Docteur, on va y revenir. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, Yoshua de Sangara. Monsieur? Oui, Yoshua. Yoshua, allez-y. Oui, j'aimerais demander au docteur, vraiment, tout le monde est en train de lutter pour que la pandémie recule dans le pays. Mais moi, chaque fois que je reçois nos frères qui reviennent du Ghana, il y a un fait qui me raconte souvent, qui m'étonne, c'est que les gens qu'ils ont postés à la frontière pour sécuriser, pour empêcher les entrées, bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui prennent les 1000 francs, les 2000 francs chez les gens et les laissent. Et je me dis, mais si ces gens-là sont contaminés, donc à cause de 1000 francs, à cause de 2000, et ils laissent les gens venir comme ça dans le pays. Et au même moment, d'autres catégories comme nous les chrétiens par exemple, ils nous ont carrément séquestrés, disant que le jour où la maladie va finir, en ce jour-là, nous allons adorer notre Dieu. Mais au même moment, ils laissent les gens faire ce genre d'erreurs-là. Comment remédier à ça? Puisque ce ne sont peut-être pas ceux qui sont à la frontière, c'est pas les endroits où il faut faire respecter les mesures barrières. D'accord, merci, nous avons compris. Alors, docteur, vous avez suivi l'auditeur? Oui. Alors, je reviens d'abord sur la première préoccupation concernant la sensibilisation. Oui, nous allons renforcer, nous allons continuer la sensibilisation. Mais il est question que le Togolais prenne conscience. Il faut une éveil de conscience pour comprendre que on ne va pas continuer à sensibiliser quand les gens qui sont censés comprendre le bien fondé du message de la sensibilisation continuent à ne pas porter ou à porter à ne pas bien porter les masques. Les masques. Et ça,
J'avais dit ça tantôt. Donc, on ne peut pas me dire, quand nous sommes par exemple dans Lomé, on voit des gens qui ne portent pas, ou qui ont ça sur eux, est-ce que c'est la saison qui a raté? Donc, c'est une question, certains disent que ils sont étouffés, tout ça. J'ai dit, on ne nous a pas encore signalé quelqu'un qui a fait une perte de connaissance, une chute, parce qu'il a étouffé, il a été asphyxié parce qu'il a porté masque. Depuis que nous avons commencé. Et donc, c'est une raison qu'on évoque, mais on fait avec. Parce que c'est pour se protéger les voisins. Alors, sur la question de raquettes au niveau des frontières frontaliers. Bon, effectivement, nous aussi, on nous remonte ces genres d'informations. Et donc, nous avons toujours remonté. Et au niveau, par exemple, le ministère de la Santé, nous, on remonte à notre ministre qui discute avec son collègue de la sécurité pour que des mesures soient prises sur les frontières, pour que le personnel qui est là pour faire appliquer les mesures ne puisse pas afficher ces genres de comportements qui, ma foi, ça nous salit plutôt. D'accord. Merci, docteur. Nous recevons un auditeur en ligne. Allô. Oui, bonjour. C'est Komi. Monsieur Komi. Oui, sur l'émission, c'est moi deux analyses que j'aimerais faire. La première analyse, c'est sur Aplucia. Oui. J'ai comme l'impression, Aplucia est mise en place pour traquer tous les militants qui voudront sortir du parti au pouvoir. Parce que à ce jour, nous avons des éléments qui prouvent à suffisance qu'ils peuvent faire quelque chose. Et quand on nous dit qu'on est en train de sensibiliser, je ne sais pas si on veut sensibiliser par rapport à qui ou bien par rapport à quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de poursuite. Oui, et pour l'échantillonnage dont on nous dit qu'on perd 10 milliards, pour moi, c'est peu. C'est peu. C'est très peu. Vu ce que la presse révèle chaque temps, vu ce que l'administration sur les marchés publics, tout ce qui se passe, c'est très peu. Nous les encourageons, s'ils tiennent vraiment à lutter contre la corruption, à aller au-delà de ça. Deuxième chose, c'est sur le Pegasus. Oui. J'ai comme l'impression que le gouvernement, ou bien le gouvernement togolais nous cache certaines vérités sur les sujets de braquage et de tueries. Si on a vraiment Pegasus et que nous sommes mis sur écoute, celui qui a tué tout récemment le colonel Majulba, facilement on devait avoir des résultats sur cette enquête-là. On ne peut pas nous dire que si on a Pegasus, on ne saura pas qui a tué le colonel, qui a braqué dans les marchés, qui a braqué au niveau de l'aéroport. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement togolais fait sciemment de se taire là-dessus. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci. Réaction, Germain Pouli? Non, pas de réaction. Je pense qu'il a donné son avis. Mais nous n'avons pas dit que Pulsia sensibilise. Nous avons juste dit c'est l'une des missions. Donc, nous avions même d'ailleurs dit qu'on l'attendait beaucoup plus sur la répression. D'accord. Merci. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est M. Kokou de Pierre de Gomez. Monsieur Kokou, allez-y. Oui, bonjour et bonne émission à vous. Merci. Et ma question, elle est celle-ci. Et bon, en fait, c'est une remarque. C'est une inquiétude, en fait. Je voulais demander au docteur si effectivement la population pourrait croire à cette histoire de Covid-19. Pourquoi je le dis ainsi? Et il y a 2 cas qui se sont produits et on nous a fait croire que c'est le Covid-19 qui a tué la personne. Et le cas récent, c'est le cas du feu à Boupé. Il a été inhumé au lendemain de son décès. Et aujourd'hui, on nous fait croire que, bon, selon les rumeurs, ce n'était pas en tout cas fondé. Et pour le moment, c'est la Covid-19 qui l'a emporté. Donc, dites-nous concrètement, docteur, vu tous ces cas, est-ce que la population aujourd'hui pourrait croire effectivement à l'existence de la Covid-19? Parce que ce matin, il nous a rapporté que tout le domicile du feu à Beaupé, et on a demandé à ce que le test de la Covid soit fait à tous ceux qui sont dans la maison. Vous y étiez? Donc, docteur, éclaircissez-nous. Merci. Vous y étiez? Alors, il est parti. D'accord, docteur. Réaction. Alors, je remercie donc l'auditeur
qui nous donne des informations, je viens apprendre beaucoup de choses de lui. Mais ce que je voudrais dire à l'intéressé, à tous les citoyens togolais, cette maladie, ce n'est pas le Togo qui l'a découvert, ce n'est pas au Togo, c'est le monde entier. D'accord. Il n'y a pas d'intérêt de freiner l'économie du monde entier pour une maladie imaginaire. Elle existe bel et bien, elle tue. Et pour le Togo, nous sommes en train d'enregistrer c'est vrai que des cas augmentent, mais c'est les décès. Quand il n'y a pas de décès, on est content. D'accord. Cette semaine, on a enregistré déjà 3 décès. D'accord. L'autre semaine, on avait enregistré aussi, la semaine surpassée, 3 décès. C'est là qu'il y a problème. D'accord. On y reviendra, docteur. Un auditeur en ligne, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Juste une question. C'est monsieur? C'est Barnabas, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Si on pouvait utiliser ce système Pegasus pour détecter le corona, ce ne serait pas bon. Merci beaucoup. D'accord, ça c'est plus fort que nous. C'est aux techniciens de nous dire si c'est possible. D'accord. Oui, un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. C'est Corneille d'Avegui. Ok, monsieur Corneille. Allô? Oui, allez-y. Ouais, c'est une question, docteur, là. Bon, en temps, il y avait un invité à Togwe Dangman qui avait dit que le trou des ports de masque était plus grand que la taille des virus. Oui. Ah, je crois que la ligne n'est pas bonne. Nous allons prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô, bonsoir mon frère. Bonsoir. Pardon, je voudrais demander à l'invité, c'est Jules du quartier des Étoiles. Là. Quel invité, le docteur? Oui, oui, oui. D'accord, allez-y. Je voudrais demander si le coronavirus atteint quelqu'un et que tu fais des trucs vert, noir, comme on lui dit, monsieur de ce truc-là, le directeur. Oui. Si tu as atteint le coronavirus, tu fais des trucs comme ça. Ah, bon, ok, merci. Docteur, je ne sais pas si vous avez compris sa question. Non, je n'ai pas capté la question. Ok, je crois qu'il peut revenir nous éclairer un peu plus. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur? Dagnon. Monsieur Dagnon, allez-y. Je m'intéresse au sujet de la corruption que vous avez évoqué. D'accord. Et effectivement, quand on parle de la corruption au Togo, je crois que l'enquête qui a été menée vraiment n'a pas un sens. Sinon, quand on parle de la corruption au Togo, la police de la Normandie ne doit pas occuper le premier rang. Sinon, quand vous allez voir, vous faites les enquêtes dans les banques, sont des premiers à demander des prêts et faire des recomplacements partout. Mais si cela s'avère vrai, pourquoi ne pas revoir le salaire de ces gens? D'accord. Merci beaucoup. Nous prenons un autre auditeur. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est toujours Corneille. Hein. Ah, ok. Ouais, je disais que ça avait été dit par un de vos invités que la taille des virus était pas plus petit par rapport au port des cache-nez habituellement. Voilà, je vous pose une question. Est-ce que c'est vrai? Et si cela est vrai, comment se fait-il que les cache-nez arrivent à empêcher que les virus passent par le port de ces trucs des cache-nez pour pouvoir nous infecter les gens? D'accord. Bon, ma seconde question également, ça porte sur le fait que nous sommes amenés à porter les cache-nez. Mais c'est qu'on a eu à rencontrer, à voir des gens qui n'en portent pas depuis très longtemps. Bon, ça pose un peu de questions. Mais parmi toutes ces personnes, moi personnellement et certains autour de moi à qui j'avais posé la question, dit qu'ils n'ont jamais entendu parler d'un des proches qui a eu à qui avait été affecté par cette maladie-là. Bon. Et là, je me pose un peu de questions aussi, comme d'autres aussi, sur l'existence réelle de cette maladie. Peut-être que d'autres nous affirment que ça existe, hein, mais personnellement, d'autres personnes autour de moi, personne n'a eu à témoigner d'une personne affectée par cette maladie, quoi. D'accord. C'est pas si on peut en donner encore plus d'explications par rapport à cela, quoi. D'accord, merci beaucoup. Allô? Ah, donc il n'y a pas de réaction pour l'instant. Docteur, vous avez écouté le dernier auditeur?
Nous allons vous reprendre encore la parole. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Bozambo. Oui, allez-y. Bonjour, docteur. J'aimerais demander quelque chose de votre part. Il faut faire l'effort pour amener les journalistes là où se trouvent les malades et les pasteurs là où se trouvent les malades. Ils n'ont qu'à venir nous dire la vérité si le malade est là vrai. Donc tout le monde dit qu'il y en a le malade. Donc les journalistes refusent d'aller voir ce qui se passe, de venir nous dire, de nous éclaircir. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de refuser d'aller. Par exemple, ma deuxième question est, nous avons quelque chose que Megabis quoi et qu'on en a l'écoute là. L'argent qu'on a, donc tous les pays peuvent acheter cet appareil-là. Ça coûte cher. Mais chez nous, au village, ils ont donné le lycée à Badja. Ça fait 6 ans. Ils n'ont même pas construit une école. Mais ils ont de l'argent pour aller jeter cet appareil pour nous écouter dans ce pays. C'est triste pour notre pays. Il faut que le chef de l'État pense à nous, les populations, avant de se réagir comme ça. Bonne émission à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, docteur, décidément, il y a un problème de confiance. Les gens ne croient pas jusqu'à ce jour que Covid existe au Togo. Bien. Alors, je vais commencer par l'interpellation des journalistes. Donc, un a interpellé les journalistes. Le journaliste a pour mission de communiquer. Il communique donc des messages, donc l'information à la population. Mais il faut que ce soit la bonne information. Donc, pour avoir la bonne information, il y a plusieurs canaux. Et donc, aller à l'information. Je pense qu'on n'a pas interdit à un journaliste, s'il veut aller voir les malades de Covid-19 et venir communiquer. Il fait la demande. Il y a des mesures, on sait comment on va l'habiller comme un agent de santé. Et ça a été fait une fois avec une journaliste de la TVT. Et ça, l'élément est passé, tout le monde a vu. Donc je ne pense pas que nous, on ait refusé ça. Si ça peut apporter un plus pour que les gens comprennent l'ampleur du problème, nous, on est partant. Donc les portes des structures de prise en charge sont ouvertes. Ceux qui sont là-bas savent comment faire passer la personne, la faire sortir sans que la personne ne soit infectée. Alors, l'autre question, c'est est-ce que les malades vont accepter parler ou bien se faire filmer? Il y a certains malades qui sont prêts à agir à visage découvert. Ça, je vous le dis. Mais il y a des étapes parce qu'il ne faut pas se presser dans ce genre de choses. Et donc, ça, c'est fait. Certes, il y a d'autres. C'est comme ça la vie. La société, il y a d'autres, ils ne veulent pas du tout qu'on sache qu'ils sont malades. Et on doit respecter leur désir. Alors, sur l'exemple de la maladie, alors, je le disais, je prends le monde entier. Quel intérêt les gouvernants, l'Organisation mondiale de la santé, toutes les agences, quel intérêt les gens ont à dire nous allons arrêter les activités socio-économiques, crever les économies des pays, stopper tous les avions, bon, les bateaux, c'est vrai, quel est l'intérêt? Et le Togo n'est pas le pays dans lequel on avait trouvé premièrement le Covid-19. Nous aussi, comme tout pays, ce virus a été importé. Mais aujourd'hui, sur les 1012 cas que nous avons, le nombre de Togolais est de 935. Ça veut dire que c'est les Togolais qui sont en train de souffrir de Covid-19. Donc ça veut dire que les cas importés, c'est à peine 30%. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir que si nous continuons ce langage, avec déni de cette maladie, les stratégies qui ont été mises en place, l'effort du gouvernement, l'effort des acteurs sanitaires, l'effort des journalistes que vous êtes, l'effort de tous les acteurs, on va mettre ça à l'eau. Alors que c'est des énormes, c'est des milliards qui sont rentrés dedans depuis les 5 mois. Nous sommes rentrés dans le 6e mois. Ils ont donné l'exemple d'un cas. C'est le médecin traitant qui connaît le nom et prénom de tout de la. Moi, je suis le directeur général de l'action sanitaire. Moi, je n'ai pas accès aux données confidentielles des patients Covid-19. Moi, j'ai les chiffres et ces chiffres, je les communique. Et donc, toutes les informations qu'on donne, moi, je ne peux pas venir dire, un laboratoire ne peut pas dire test Covid positif alors qu'il est négatif. Il y a des cas pour lesquels le cas décède
on n'a pas fait pleinement, on constate qu'il y a. Et donc, voilà ce que je peux dire sur cette question. D'accord. De croire en votre système sanitaire et en vos autorités. Merci. Merci. Et ça va être votre mot de fin, docteur. Alors, nous donnons le micro à notre invité Jean-Paul Dimitri Tako. Oui. Un mot de fin pour clôturer cette émission. Oui, je voudrais juste inviter nos jeunes entrepreneurs à prendre la tâche au service de JCL pour leur promotion, parce que nous aurons à faire des caravanes, nous aurons à passer sur les médias pour des émissions spéciales. Cela rentre dans leur avantage. Ils n'ont qu'à venir. Ensemble, on fera la promotion de nos produits locaux. D'accord. Merci. C'est pratiquement la fin de cette émission. Nous allons rapidement passer au carton. Marc Abouflan. Moi, je n'ai pas de carton aujourd'hui, mais j'ai juste un carton de cœur à tous les Togolais qui sont, guéris du coronavirus. Je pense que ce sont des champions un peu, et ils doivent rester où ils sont dans nos communautés un peu. Ce signe la preuve que nous pouvons vaincre cette maladie, quoi qu'il advienne. Merci Marc Abouflan. Vous êtes le patron d'Élite d'Afrique et du journal Fait et Chiffres. Voilà. D'accord. Germain Pouli. Moi, je donne un carton vert à notre invité, Jean-Paul, pour Je consomme local. Félicitations pour ce travail de promotion autour des produits togolais. On va travailler ensemble parce que nous aussi, la semaine prochaine, nous ouvrons officiellement le kiosque des produits togolais, une boutique de distribution et de promotion des produits togolais. Félicitations à tous les producteurs togolais. D'accord. Le carton? Il est vert. C'est pour JCL, okay. Je consomme local. Merci Germain Pouli. Merci à tous d'être passés dans cette émission. C'est la fin. Donc, nous remercions la technique avec Michel Tomega et Jérôme Akoucha. Retrouvez le Club de la Presse lundi à 11h.